Il est plus sensible qu'une caméra et tout aussi sensible qu'une empreinte digitale. Il révèle nos émotions cachées. C'est un prolongement du cerveau. Cet organe étonnant nous permet de voir et de donner un sens au monde qui nous entoure. C'est à la découverte de l'œil que nous invite ce nouvel épisode du corps humain. Chaque matin, les rayons du soleil illuminent le monde et l'irradient de lumière. Comme chez la plupart des espèces vivantes, nos yeux se sont perfectionnés. Ils nous permettent de capter la lumière et de mieux appréhender l'environnement. Quand nous regardons un paysage ou un objet, quelle que soit sa complexité, nous sommes à même de l'identifier très rapidement. Voyez-vous ici 4 objets distincts ? Non, bien sûr. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un visage derrière une fenêtre. Caroline utilisera cette aptitude à discerner les objets lorsqu'elle commencera à peindre. Mais Guy, réalisateur de films vidéo, se sert bien d'une caméra. Et contrairement à l'œil humain, la caméra n'a pas le pouvoir d'analyser l'image, elle se contente de l'immortaliser. Nous pensons voir des images comme le fait une caméra, mais les yeux et le cerveau assument une tâche beaucoup plus délicate. Une caméra enregistre les détails les plus infimes ainsi que tous les changements de lumière, mais l'œil se focalise uniquement sur ce qui est important. Par exemple, la couleur d'une orange paraît toujours la même. En réalité, l'œil et le cerveau savent reconnaître différents tons orangés. Nous reconnaissons une banane grâce à sa couleur et à sa forme. Si l'envie nous prend de dessiner une coupe pleine de fruits, nous recherchons les angles, les formes, les matières, les ombres. D'abord, nous balayons l'image des yeux pour ensuite l'analyser grâce à toutes ses caractéristiques. Une caméra ne peut pas en faire autant. Guy réalise une vidéo sur la façon dont travaille Caroline. Sa caméra enregistre l'image sur une cassette, puis la transmet à cet écran de télévision. Mais Caroline mettra la touche finale grâce à ses yeux. En tant qu'artiste, Caroline a l'œil du professionnel. Son cerveau et ses yeux travaillent à l'unisson afin de voir et d'interpréter le monde. Nos yeux révèlent aux autres le chemin qui mène à notre intelligence et à notre personnalité. Ils sont une fenêtre ouverte sur notre intelligence, notre conscience, et au dire de certains, sur notre âme. Ils révèlent clairement la façon dont Caroline concentre son attention. Mais ils dévoilent également ses moments de fatigue ou d'inattention. Ils traduisent toutes nos émotions, la joie, la colère ou la détresse. Quelque chose ne va pas? Non, c'est le père de Caroline qui coupe tout simplement des oignons. Nos yeux possèdent des barrières successives qui nous protègent contre les irritations ou les corps étrangers. Un simple battement de paupières protège l'œil. Les cils empêchent la poussière de s'introduire à l'intérieur. Si un corps étranger parvient à pénétrer dans l'œil, les larmes, son deuxième système de défense, l'évacueront. Les larmes sont sécrétées par des glandes sous le bord externe des paupières. Elles hydratent les yeux en permanence.
Des glandes minuscules situées le long de la paupière inférieure sécrètent un lubrifiant. Ils forment une fine pellicule lisse et continue qui protège toute la surface externe de l'œil. Voici cette pellicule lubrifiante qui émerge de la paupière. Elle contient aussi des substances antibactériennes qui combattent les infections. Cette microscopique rivière de larmes est rarement en crue. Elle emporte vers le bord interne de l'œil les cellules mortes, la poussière et même de petits poils qui s'écoulent dans un canal. C'est par ce canal que les débris sont évacués directement dans le nez. Nous clignons tellement des paupières que nos yeux sont fermés pendant environ 30 minutes par jour. Une fois son dessin achevé, Caroline se met à la peinture à l'huile. La vitesse de ses clignements de paupières varie en fonction du travail qu'elle effectue. Si elle est concentrée, elle cligne moins des paupières. Chaque œil est un globe de 2,5 cm de large qui pèse 7 grammes. Il tourne et pivote grâce à 6 muscles. 2 d'entre eux parviennent à le faire pivoter délicatement sur lui-même. Ici commence le processus compliqué de la vision. La lumière pénètre dans l'œil grâce à une fenêtre transparente située dans le globe oculaire, la cornée. Sa surface convexe concentre la lumière en un faisceau unique vers l'intérieur de l'œil. La cornée ressemble au pare-brise d'une voiture. Elle est constituée de 3 couches principales. La cornée possède de nombreux détecteurs de douleur qui nous rappellent sa fragilité. Elle est souple mais néanmoins rigide en son centre. Elle soutient une couche vibrante dont l'épaisseur est faite d'une superposition de 5 cellules. Cette couche se renouvelle sans cesse. De nouvelles cellules se forment à l'intérieur et en une semaine, elles atteignent la surface externe. Ici, des cellules plus anciennes se détachent. Encore en vie, elles sont emportées par une rivière de larmes. Pour voir un objet de façon très précise, la surface externe de la cornée doit être parfaitement lisse. Le lubrifiant sécrété par les glandes lacrymales contribue à la rendre lisse. De minuscules vaisseaux sanguins oxygènent et nourrissent le blanc de l'œil, mais ils s'arrêtent au bord de la cornée. Au-delà, une fenêtre transparente s'ouvre sur le monde extérieur. Derrière la cornée, nous découvrons l'élément caractéristique de l'œil, l'iris. Iris était la divinité grecque qui personnifiait l'arc-en-ciel. Ainsi, l'iris possède une magnifique panoplie de couleurs et de matières. Les couleurs sont héréditaires, mais comme elles n'interviennent pas sur le fonctionnement de l'œil, leurs nuances microscopiques peuvent varier à l'infini. C'est ici que se cachent les secrets de notre identité. Ces motifs constitués de traits et de petites taches sont aussi personnels et uniques qu'une empreinte digitale. Au microscope, l'iris est un chef-d'œuvre d'art moderne. Des fibres blanches unissent les cellules colorées à de petits muscles qui contrôlent la pupille. La pupille reflète nos émotions. Si nous sommes amoureux, elle peut se dilater jusqu'à devenir immense. Mais elle a des fonctions plus pratiques. Elle se dilate lorsqu'il fait nuit et se rétracte en pleine lumière. Si votre pupille est dilatée, vous ne voyez que partiellement. En pleine lumière, la pupille se rétracte et permet une mise au point de l'image beaucoup plus précise. L'iris baigne dans un liquide aqueux transparent. Ce fluide est renouvelé toutes les 4 heures par des glandes situées derrière l'iris. Ainsi, il alimente les parties de l'œil qui ne sont pas directement irriguées par les vaisseaux sanguins. Il poursuit son chemin à travers la pupille afin d'hydrater la partie interne de la cornée.
Ce fluide irrigue une autre lentille convexe située derrière l'iris. Vue de l'intérieur, cette seconde lentille jaunâtre se termine par des fibres qui ressemblent aux rayons d'une roue de vélo. Cette lentille est entourée d'un muscle. Ce dernier se contracte ou change de forme afin d'obtenir une excellente mise au point oculaire. Lorsque nous regardons des objets de près et que nous les fixons, cette lentille se courbe et s'épaissit. Hélas, cette œuvre d'art n'est pas parfaite. En vieillissant, des cellules situées au fond du cristallin meurent. Coincée sous des couches mortes et rigides, cette lentille se raidit. Après 45 ans, il est difficile pour la plupart d'entre nous de fixer des objets lorsqu'ils sont prêts. So, how's it going? Have some tea. Oh, thanks. What's next? I'm just putting in the shadows here to give some form. What do you use for that? Payne's grey and mauve. Le père de Caroline a plus de 45 ans. Let me put some glasses on. Okay, so it's mauve, blue shade it says, right, okay, blue shade. I can see the picture better now too. Right, good. Bien plus jeune, Caroline, elle, parvient parfaitement à se concentrer sur son œuvre. Les yeux de Caroline réfractent la lumière tout comme l'eau dans ce verre. Quand Caroline regarde un objet, la lumière se réfracte sur le devant de l'œil, traverse une substance gélatineuse transparente, le cristallin, puis se focalise sur la rétine. Alors qu'elle continue à peindre, Caroline ne réalise pas ce phénomène bizarre. L'image est inversée sur la rétine. Le cerveau a pour mission de la remettre dans le bon sens. La rétine recouvre les 2/3 de l'intérieur du globe oculaire. Ici, dans la partie postérieure de l'œil, des cellules spéciales absorbent la lumière et transforment les images en un torrent de signaux électriques. Mais si nous observons une coupe transversale de la rétine, on dirait que rien ne va plus. La lumière doit traverser un mur épais de cellules nerveuses avant d'atteindre les récepteurs. Voir ou ne pas voir dépend de ces récepteurs. Sur une surface aussi minuscule que celle de 2 timbres-poste, nous possédons des millions de récepteurs de lumière. 2 sortes de récepteurs sont réunis au sein de la rétine. La majorité d'entre eux sont des cellules appelées bâtonnets qui permettent de mieux voir quand il fait sombre, mais ils ne perçoivent les images qu'en noir et blanc. Cette cellule trapue et pointue s'appelle un cône. Il enregistre la couleur, mais fonctionne beaucoup mieux en pleine lumière. Au centre de la rétine se trouve une zone noire. Grâce au microscope, un cratère apparaît au milieu de cette zone. Ce puits minuscule est rempli uniquement de cônes. Le mur de cellules nerveuses qui les recouvre est très fin. Dans ce puits, la lumière pénètre la rétine plus facilement. Les cônes, au fond du puits, peuvent percevoir les détails les plus infimes d'une image. Sans même y penser, Caroline dirige son pinceau vers le centre de son champ visuel. Ainsi, l'image se trouve dans l'axe du puits rempli de cônes. Sa vue est donc plus nette au centre et plus floue vers les bords. Le centre de la rétine, extrêmement délicat, est facilement endommageable. L'intensité solaire pourrait détruire ces cellules. Cependant, notre vision a évolué afin d'utiliser la lumière du soleil. On l'aperçoit comme la palette des couleurs de l'arc-en-ciel. Ce que nous voyons est de la lumière réfléchie. Pour un citron, seule la couleur jaune est réfléchie dans les cônes de nos yeux. C'est grâce à ce mécanisme que nous reconnaissons sa couleur. L'œil peut distinguer des milliers de couleurs. Pourtant, nous possédons seulement 3 sortes de cônes différents pour toutes les discerner. La première est sensible à une gamme étendue de couleurs comprenant le rouge. La seconde se focalise sur le vert et la troisième a une préférence pour le bleu. Une fois mélangées, ces 3 couleurs de base permettent de créer une gamme presque infinie de couleurs.
Les cellules nerveuses de la rétine combinent les signaux issus de ces 3 sortes de cônes afin de donner l'illusion de voir d'autres couleurs. C'est au centre de la rétine qu'il y a le plus de cônes. Sur les bords de la rétine, les détecteurs de couleurs sombres, les bâtonnets, prennent le relais. Sur cette coupe transversale, les bâtonnets sont plus nombreux que les cônes. Les bords de notre champ visuel ne sont pas seulement flous, mais ils sont aussi moins colorés. La vision dépend de réactions chimiques qui ont lieu au sein des bâtonnets et des cônes. La plus importante d'entre elles se produit quand la lumière pénètre une molécule de couleur pourpre à l'intérieur même des cellules, appelée la rhodopsine. Cette molécule absorbe l'énergie de la lumière, puis blanchit, telle une pellicule qui aurait été surexposée. L'œil se pose de ci, de là, afin que les cellules ne soient pas surexposées. À la différence d'une pellicule photo, la rhodopsine peut être recyclée et réutilisée à l'infini. L'œil ne fixe jamais un point précis pendant très longtemps. C'est peut-être pour cette raison que la technique de cinéma, qui consiste à passer directement d'un plan à l'autre, fonctionne si bien. Elle reproduit le fonctionnement de nos yeux dans la réalité. L'œil est incapable de réaliser ce plan panoramique aussi facilement qu'une caméra. Au contraire, l'œil doit se fixer et analyser la série de points qui forment le trait. Si l'on fixe un objet en mouvement, comme le pinceau, l'œil se déplace sans à-coups. À l'intérieur de l'œil, les bâtonnets et les cônes transforment ce que nous voyons en signaux électriques transmis à un réseau nerveux. Mais tous ces nerfs ne font pas seulement office de fils électriques transmettant des messages au cerveau. Comme beaucoup d'ordinateurs, ils analysent les signaux pour déterminer les contours et les angles d'une image. La rétine fait partie intégrante du cerveau. Voici comment elle est reliée au reste du cerveau. Des vaisseaux sanguins et un gros paquet de fibres plongent pêle-mêle dans le nerf optique. Le nerf optique est composé d'1 million de couches fibreuses. Regardez l'endroit où la rétine vient à la rencontre du nerf optique. La couche de bâtonnets et de cônes s'interrompt pour laisser place à toutes ces fibres. Ainsi, cette papille au centre de la rétine est aveugle. Elle nous empêche de voir le monde dans sa totalité. Caroline va tout de suite s'en rendre compte. Fermez un œil, fixez un doigt et approchez l'autre doigt en partant de la droite. À un moment, le bout du doigt disparaît. Il vient de rencontrer la tache aveugle. Il est vraiment très difficile de la mettre en évidence. Lorsque nous observons un paysage avec un seul œil et que nous déplaçons notre regard d'un point à un autre, la tache aveugle est constamment présente sur le côté. Nous ne la voyons pas car une fonction spéciale de notre cerveau, tel un ordinateur perfectionné, devine par avance ce qui se trouve à la place de ce trou et le comble. D'autres fonctions du cerveau nous permettent d'évaluer la vitesse et la distance. Comme tout animal prédateur, nos yeux se sont développés sur le devant du visage. Là, les yeux de Caroline pivotent vers l'intérieur. Ils lui permettent ainsi de juger avec précision la distance à laquelle se trouve le pinceau. La perspective de ce tableau n'est qu'une illusion. Il est plat, mais les yeux voient en 3 dimensions. La caméra nous explique pourquoi. Quand elle se déplace d'un côté à l'autre, la caméra filme sous des angles différents, de droite à gauche. De plus, nos yeux transmettent 2 images au cerveau. Celui-ci possède une fonction qui lui permet de les faire fusionner.
Plutôt qu'une image floue, nous pensons voir une image unique en 3 dimensions. Ainsi, Caroline peut concentrer ses yeux et son attention sur son travail. Les signaux électriques qui activent ces programmes suivent un itinéraire compliqué, partant de l'œil pour arriver à la partie postérieure du cerveau, zone de la perception visuelle. Mais comme les signaux se séparent puis se rejoignent, l'image ressemble de moins en moins à ce que Caroline croit voir. Le cerveau analyse les composants de l'image. Elle aperçoit des formes complexes, des couleurs subtiles. Et en plus, elle doit voir et guider les mouvements de sa main. Une région de son cerveau analyse la scène et identifie les lignes et les angles. Les signaux se déplacent vers une autre région qui analyse la couleur, puis vers une autre qui perçoit le mouvement. Chaque étape permet à Caroline de mieux appréhender le monde qui l'entoure. La complexité est telle qu'il est facile de tromper le cerveau. De toute évidence, ceci est un triangle blanc équilatéral. En fait, il n'y a pas de triangle. Il s'agit d'une illusion d'optique. De là où est placée Caroline, les côtés paraissent inégaux. Ce dessin-ci représente une maison à la campagne. Mais en réalité, ce ne sont que des traits sur une feuille de papier. C'est notre cerveau qui a interprété le dessin. Et là, s'agit-il d'un vase ou de 2 visages? Si le cerveau a plusieurs façons d'interpréter ce qu'il voit, nous sommes victimes d'une illusion d'optique. Ces moments de confusion sont très peu de choses comparés au nombre de fois où le cerveau ne commet aucune erreur. Ici, la caméra enregistre seulement une tache blanche qui bouge et change de dimension. Notre cerveau voit un cheval galopant vers nous. L'ordinateur intégré à notre cerveau s'assure que les couleurs gardent les mêmes teintes, même si la luminosité change de façon radicale. La caméra accentue les grands changements, alors que les yeux et le cerveau soulignent qu'une orange est et restera toujours orange. Nous venons de voir que l'acuité visuelle dépend de signaux électriques traversant différentes régions du cerveau. Nous enregistrons la couleur, la luminosité. Nous percevons le mouvement. Nous identifions les formes et évaluons la distance, la vitesse, la taille. Nous voyons en 3 dimensions alors que la rétine reçoit des images en 2 dimensions. Le cerveau remplit la tâche aveugle et complète l'image. En un clin d'œil, il conçoit ce que nous croyons voir. That it? Notre artiste connaît de façon certaine le moment où sa peinture sera achevée. À l'opposé de l'objectif d'une caméra, nos yeux perçoivent les changements perpétuels du monde qui nous entoure à travers un filtre de savoir, d'appréciation, de connaissance, de mémoire et d'expérience. On dit qu'une caméra ne ment jamais, mais serait-ce l'œil qui nous ment? Let's get some fresh air. L'œil nous dévoile presque tous les secrets du monde qui nous entoure. Okay, out it comes. Mais ce que nous voyons n'est peut-être qu'un mirage.
Le chemin qui mène à la perception nous apparaît sous une myriade de formes. Nous parons nos oreilles de 1000 façons. Mais le vrai bijou se trouve à l'intérieur du crâne. C'est le seul organe de la perception qui assume deux tâches totalement différentes. Il perçoit les sons et nous apporte l'équilibre. Sans ce petit joyau d'architecture, tout l'édifice pourrait s'effondrer. Découvrons ensemble les mystères de l'oreille dans ce nouvel épisode du corps humain. À l'intérieur de l'oreille se trouve un mécanisme délicat qui permet à Zita de prendre son élan. Comme Zita envisage une carrière de gymnaste internationale, ses oreilles sont ce qu'elle a de plus précieux. Elles conduisent la musique jusqu'à son cerveau, où le rythme et la mélodie sont transposés en une succession de mouvements gracieux. Plus encore, les oreilles de Zita possèdent les organes qui lui apportent l'équilibre. Elles enregistrent chacun de ses mouvements, qu'elle soit en train de danser sur le sol ou en extension dans l'air. Sans le mécanisme complexe de l'oreille, nous ne pourrions pas assister à un tel spectacle. Même si nous sommes incapables d'égaler les performances de Zita, nos oreilles nous informent sur tout ce qui se passe. Elles s'adaptent à la voix, un des moyens de communication privilégiés des êtres humains. La nature a créé les récepteurs les plus sensibles, cachés dans une cavité au sein des os du crâne. Une partie seulement sert à l'audition. Le tympan arrondi, quelques osselets et le limaçon en forme d'escargot. Nos oreilles peuvent distinguer des millions de sons différents. Nous pouvons reconnaître le visage de centaines d'amis, mais nous identifions difficilement leur voix. Nous distinguons ce qu'ils disent, même si nous sommes distraits par des bruits environnants. Grâce au son, nous pouvons situer les voix dans l'espace. Notre sens inné de l'orientation dépend essentiellement du fait que nous avons deux oreilles. Quand Zita perçoit un son par l'oreille gauche, elle lui fournit la position exacte de son entraîneur. Le son est ensuite perçu par son oreille droite, même s'il n'y a que quelques millionièmes de seconde de différence d'une oreille à l'autre. Ces deux oreilles ne sont pas des copies conformes. Elles sont légèrement différentes et réagissent de diverses façons au même son. La forme des oreilles est aussi unique qu'une empreinte digitale. Elle nous permet d'affiner notre sens de l'orientation. Quand les bruits assaillissent l'oreille de toutes parts, ces plis amplifient ou atténuent les sons. Ils modifient subtilement les sons que l'on perçoit sans même s'en apercevoir.
L'oreille externe, très charnue, canalise le son vers l'intérieur de la tête, le long d'un conduit de 2,5 cm. Des poils et de la cire empêchent la poussière et les insectes d'y pénétrer. Tout au fond, les ondes sonores se répercutent sur la seule barrière qui sépare le monde extérieur du mécanisme interne de l'oreille, le tympan. Cette membrane recouvre le conduit auditif. Le tympan vibre à chaque son. Il s'agit d'un mouvement simple qui est à la base de l'audition. Partant du tympan, le son suit un chemin compliqué à travers l'oreille avant d'être enfin analysé par la structure en spirale du limaçon. Ce sera alors un voyage au sein des structures les plus infimes du corps humain. Partant du tympan, le son traverse une cavité remplie d'air, l'oreille moyenne, qui fait seulement 8 mm et demi de large. Les vibrations sont transmises par 3 petits osselets, dont le marteau, relié directement à l'intérieur du tympan, puis le deuxième osselet qui ressemble à une enclume et en porte le nom. Le troisième osselet est le plus petit os du corps humain, plus fin qu'un grain de riz. Il porte bien son nom, l'étrier. Ces osselets jouent le rôle de minuscules leviers qui amplifient plus de 20 fois la pression des ondes sonores. Ce mécanisme est aussi le garde du corps des structures délicates qui se trouvent plus en profondeur. Si le tympan est assailli par un bruit très fort, les 2 plus petits muscles du corps se contractent, rapprochant les osselets. Ce sont les seuls os qui ne grandissent pas lors de la puberté. Chez un adulte, ces os ont la même taille que chez un nouveau-né. Ce mécanisme, formidablement bien réglé, est conçu pour résister à un grand nombre de chocs. L'oreille moyenne peut s'adapter au son si la pression extérieure change, en tendant la membrane du tympan et en déséquilibrant les leviers osseux. Dans un avion, les changements d'altitude peuvent soigner les douleurs dans les oreilles. Les membranes sensibles se tordent et signalent la douleur au cerveau. Celle-ci diminue quand l'air pénètre par un conduit étroit venant de la gorge. Il équilibre la pression interne avec celle de l'air extérieur. Le voyage des ondes sonores dans l'oreille moyenne se termine par les vibrations de l'étrier qui comprime une membrane fine, la fenêtre ovale. Au-delà se trouvent les cavités remplies de liquide de l'oreille interne. Tel le cri d'une baleine, le son traverse un liquide salé remplissant la coquille du limaçon. Cette structure en spirale est enfouie dans la partie la plus épaisse du crâne. Au sein de ces fortifications osseuses, on parvient à apprécier l'architecture interne du limaçon seulement si on le fendille. Le limaçon, de la taille d'un petit pois, est pourvu d'un mécanisme d'une étonnante complexité. Le long de cette spirale se trouve le microphone intégré du corps humain, l'organe de Corti. Il transforme les vibrations sonores en signaux électriques qui peuvent traverser le système nerveux. C'est le réseau de communication qui relie toutes les parties du corps. Aucun ingénieur du son n'a pu concevoir un micro aussi petit. Quatre rangées de poils en forme de V se tiennent au garde à vous. Elles rassemblent 15 000 cellules en forme de poils. Quand les cellules poilues se mettent à vibrer, leurs poils laissent leur empreinte sur la membrane qui se trouve au-dessus.
Ici, les vibrations sonores sont au terme de leur voyage. Comme des tuyaux d'orgue fonctionnant à l'envers, les poils transforment la musique en données musicales. Des signaux électriques qui codifient l'intensité et la hauteur du son. Sensible à la musique, l'extrémité de chaque poil bouge de haut en bas à un rythme quelques centaines de fois plus rapide que n'importe quelle autre cellule. Ce poil minuscule est la seule chose qui nous sépare du silence. En effet, un monde silencieux serait un monde vide. L'oreille est un miracle de bionique. C'est une union invisible entre acoustique, mécanique, hydraulique, électronique et miniaturisation. Mais l'appareil auditif n'est rien sans son ordinateur central, le cerveau. Ces circonvolutions décodent les messages accumulés par les nerfs à travers le corps, puis les analysent. Cette région très spécifique du cerveau analyse le son. Située juste à côté des oreilles, elle a pour but d'analyser les messages qui proviennent du limaçon. Cette sonorité stimule une région bien précise du cerveau. Cela se traduit par un point lumineux sur le scanner. Des sons d'une hauteur différente stimulent d'autres régions. Une symphonie envahit toute la région de l'audition. Le fait que nous l'apercevions dans sa totalité tient du miracle. Plus nous vieillissons, moins nous percevons les sons aigus. Les poils du limaçon commencent à mourir dès la naissance. Les poils qui transmettent les sonorités aiguës sont les premiers à disparaître. Les personnes âgées ne perçoivent pas les sons aigus, le cri d'une chauve-souris par exemple. Dès notre plus jeune âge, nous ne nous contentons pas d'écouter, mais nous formons des sons pour communiquer avec les autres. Par exemple, pour parler l'anglais, il faut d'abord savoir prononcer 40 sons différents. Même un nouveau-né sait reconnaître la voix de sa maman. Il a commencé à l'entendre 3 mois avant de naître, quand cette voix résonnait à travers l'utérus. Ses oreilles lui permettront d'apprendre à parler. Pour y parvenir, il lui suffit d'écouter. Les premières années de la vie sont une étape très frustrante. Un enfant qui commence à marcher comprend beaucoup de mots, mais il les prononcera seulement quelques mois plus tard. La région de l'audition, contrôlée par le cerveau, se développe plus rapidement que celle contrôlée par la parole. L'organe essentiel de la parole, le larynx, fonctionnera convenablement quand l'enfant aura atteint l'âge d'1 an. Dès que l'enfant commence à babiller, des mots apparaissent un à un. En moyenne, les filles commencent à parler avant les garçons. Personne ne sait pourquoi. Plus on parle à un enfant, plus on verra son vocabulaire s'enrichir très vite. À l'âge de 2 ans, un enfant précoce connaît déjà 2000 mots. Ce vocabulaire suffit à tenir une conversation usuelle. À partir de là, la parole et l'écoute deviennent des éléments essentiels de l'existence humaine. Nous sommes les seuls à pouvoir communiquer des idées abstraites d'un individu à un autre. Les paroles prononcées par nos voisins sont portées par l'air. Qu'il s'agisse d'un ordre ou d'un mot doux, chaque phrase que nous formulons est un simple souffle d'air orchestré par un ensemble d'organes qui prend racine au fond de la gorge avec le larynx.
Les muscles du larynx se relâchent quand nous respirons. L'air arrivant des poumons y retourne par un passage de 2,5 cm de large. Ces membranes de fibres blanches, en forme de V, sont les 2 cordes vocales. Quand nous parlons, les cordes vocales se ferment précipitamment, tirées par des muscles qui peuvent modifier la forme du larynx. L'air, coincé derrière les cordes vocales, s'échappe petit à petit, les faisant vibrer comme l'ange d'une clarinette. La lumière stroboscopique montre comment les cordes vocales se mettent à vibrer quand nous parlons. La hauteur de notre voix dépend de la vitesse de ces vibrations. Les cordes vocales d'un homme vibrent 120 fois par seconde. Celles d'une femme vibrent 2 fois plus vite. Plus nous grandissons, plus les cordes vocales s'allongent. Petites et souples, les cordes vocales des enfants vibrent très rapidement. Elles émettent des sons très aigus. Les cordes vocales d'un nouveau-né mesurent 6 mm de long. Plus les cordes vocales s'allongent, plus la voix est basse. Quand l'enfant a 10 ans, elle mesure 13 mm de long. La transformation la plus significative intervient à la puberté, quand des hormones sont sécrétées par le corps de la jeune fille ou du jeune garçon. Grâce à la testostérone, l'hormone sexuelle mâle, le larynx d'un garçon est beaucoup plus grand que celui d'une fille. À l'âge de 20 ans, les cordes vocales d'un homme mesurent 2,5 cm. Chez la femme, elle représente 2/3 de cette longueur. Ce n'est pas au son très aigu que l'on reconnaît la voix d'un ami. Le son résonne à travers des cavités situées derrière le visage qui lui donnent un timbre exceptionnel. La langue et les lèvres transforment ces sonorités en mots. The pelican, his beak can hold more than his belly can. Aucun d'entre nous ne pourrait ni prononcer le mot « the » sans bouger la langue, ni le mot « pélican » sans rapprocher les lèvres. La parole et le fait de communiquer permettent à nos oreilles de jouer un rôle particulier. Pourtant, l'audition n'est pas la tâche principale des oreilles. Nous pouvons vivre sans percevoir de son. Les oreilles jouent aussi un rôle indispensable à notre survie. Elles nous permettent de rester en équilibre. Sans les organes de l'équilibre qui se trouvent dans ses oreilles, Zita ne pourrait pas se lever le matin, ni même vivre au quotidien. Le sens de l'équilibre s'est développé chez nos ancêtres les plus éloignés. Un poisson n'est pas un gymnaste, mais il doit quand même savoir comment remonter à la surface. L'appareil auditif du poisson n'est pas pourvu de limaçon, mais il contient les structures indispensables pour percevoir le mouvement et la pesanteur. À commencer par nos ancêtres les poissons, toutes les espèces animales existantes aujourd'hui ont hérité de ces organes de l'équilibre. Nous possédons le même réseau de conduits remplis de liquide, enfoui profondément dans le crâne. La zone de l'équilibre se trouve dans la même cavité que l'appareil auditif, mais il travaille de façon totalement autonome. Les 3 boucles de cette sculpture exotique sont des conduits remplis de liquide, informant le cerveau sur les mouvements de la tête, vers l'arrière, vers l'avant, vers le haut, vers le bas ou de droite à gauche. Quand Zita fait une pirouette arrière, le liquide contenu dans ces canaux semi-circulaires coule dans le sens opposé.
Bien soudées, ces 3 boucles se déplacent avec beaucoup de précision, en même temps que Zita tourne la tête dans n'importe quelle direction. Le liquide passe près d'un compteur microscopique qui calcule la densité de son flux. Enfoui sous ce renflement se trouve un tapis de poils minuscules acheminés par le liquide. Ces poils stimulent les cellules nerveuses qui transmettent des signaux au cerveau. Parfois, ces poils perdent la trace du liquide en mouvement. Si on tourne sur soi-même et si on s'arrête brusquement, ils transmettent au cerveau l'information selon laquelle la tête tourne toujours. C'est ainsi que l'on a le vertige. Pour rester en équilibre, Zita doit savoir comment se situer dans l'espace. L'oreille, qui a de multiples fonctions, lui fournit un deuxième organe de l'équilibre pour faire face à la pesanteur. Il se trouve à l'intérieur de l'oreille interne, près du limaçon en spirale. Il existe 2 de ces cavités. Elles sont remplies de liquide et de centaines de cristaux de craie. Chaque cristal mesure moins de quelques centièmes de millimètre. Un mucus épais relie les cristaux entre eux pour former un matelas glissant. Quand on penche la tête, ce matelas glisse sur le côté, essayant d'aller vers le bas de la cavité. Il ébouriffe un tapis de poils très sensible situé juste au-dessus. Selon sa position, on peut savoir d'où vient la pesanteur. Les organes de l'équilibre situés dans nos 2 oreilles transmettent des signaux électriques à la partie postérieure du cerveau par l'intermédiaire des nerfs. Voici l'une des parties les plus primitives du cerveau que l'on trouve chez des animaux comme la grenouille ou l'alligator. Le rôle de ces plis est de nous permettre de tenir debout et de coordonner tous nos mouvements. Cette zone travaille sans cesse, nuit et jour, comparant les messages qu'elle reçoit des organes de l'équilibre. Elle compare ces messages avec ce que nous voyons, ce que nous ressentons et avec la tension musculaire. Le résultat est transmis à la partie antérieure du cerveau grâce à un réseau de nerfs. Cette zone nous permet de réaliser comment nous bougeons. Ensuite, le cerveau de Zita transmet des messages aux muscles pour coordonner et affiner ses mouvements. Mais ce n'est pas toujours facile. L'oreille interne permet à Zita, mais aussi à ce poisson, de se situer dans l'espace. L'oreille est le passage qui permet au son d'atteindre le cerveau en transmettant des messages grâce à la parole, au son et à des messages subconscients comme le son harmonieux des battements du cœur d'une maman. Avec son aspect peu gracieux et son âme cachée, l'oreille est la fée des organes de la perception. À la différence des autres sens, l'audition et l'équilibre peuvent sembler primitifs. Ils dépendent de leviers osseux et de fluides qui circulent dans des conduits. Pourtant, l'oreille est extrêmement sensible. Au moindre bruit, les poils du limaçon bougent de façon imperceptible. C'est l'évidence même, notre sens de l'équilibre, non ?
l'odeur âcre d'une bougie que l'on vient de souffler, le goût suave d'une fraise mûre à point sont autant de plaisirs qui attisent nos sens et réveillent notre mémoire. C'est au plaisir des sens, du goût et de l'odorat que vous convie ce nouvel épisode du corps humain. Les odeurs qui nous entourent agissent sur nos pensées, nos sensations et nos réactions. Le nez, qu'il soit un roc, un pic ou une péninsule, nous ouvre un monde de sensations extraordinaires. À chaque inspiration, le nez, récepteur sensoriel, détecte les odeurs qui flottent autour de nous et dépêche des informations vers le cerveau. Tom et Anna dînent ensemble pour la première fois. Le plaisir qu'ils éprouvent à être ensemble est renforcé par l'odeur alléchante de la cuisine et le bouquet subtil des vins. L'odeur contribue à la réussite d'une soirée, mais elle pourrait aussi la gâcher. Pour l'heure, elle joue en leur faveur, leur ouvre l'appétit et accroît le plaisir de la table. L'odeur de leur corps va également influencer leur réaction. L'odorat est le plus primitif de tous nos sens. C'est une simple réaction chimique à l'environnement. Mais grâce à lui, nous recevons une multitude d'informations. L'air que nous respirons regorge de molécules odorantes. Le fumet invisible qui s'échappe d'un verre de vin remplit l'air de molécules parfumées. Elles nous chatouillent les narines et dès que notre nez les a capturées, le cerveau les identifie en tant qu'odeur. L'air que nous respirons descend presque en totalité dans nos poumons. 5% seulement remonte dans le nez vers le cerveau. Les muqueuses nasales réchauffent l'air qui passe. À travers les méandres du nez, l'air remonte vers une région saturée de terminaisons nerveuses à quelques centimètres du cerveau. Les molécules odorantes se dissolvent dans le mucus et sont capturées par des récepteurs. Cette région que nous voyons ici très agrandie ressemble à un récif de corail. 5 millions de cellules sont contenues dans un espace de la taille d'un timbre-poste. Toutes tentacules dehors, elles attendent d'attraper une molécule. L'odeur est fonction de la forme de la molécule. Différentes formes correspondent à différentes odeurs. Quand une cellule olfactive attrape une molécule, elle envoie un signal à travers une mince couche osseuse, directement au cerveau. L'odorat est celui de nos sens qui réagit le plus vite. Les molécules odorantes sont d'une infinie variété. L'odeur d'un aliment nous indique s'il est frais ou s'il ne l'est pas. Elle peut aussi nous prévenir du danger. Qu'il s'agisse du parfum des roses un jour d'été ou de la puanteur des ordures pourrissant au soleil, il suffit de quelques molécules pour déclencher une réponse.
Notre nez est destiné à sentir les odeurs. Mais il est aussi voué à jouer un autre rôle. C'est le principal organe impliqué dans le goût. Nous utilisons tous nos sens pour apprécier et juger les aliments. La vue et l'odeur d'une belle fraise bien rouge nous fait tous saliver. Si elle n'est pas assez mûre, nous l'entendrons craquer sous la dent. Trop mûre, nous la sentirons s'écraser dans la bouche. La taille de cette fraise nous ferait presque hésiter, si nous n'étions pas aussi gourmands. Tom et Anna sont ravis de leur dîner. Manger est une fête pour tous les sens, mais le goût et l'odorat président à la fête. Chacun de ces plats contient des douzaines de molécules sapides qui lui confèrent un goût unique. Dès le moment où la nourriture entre dans la bouche, la langue et les dents s'en emparent et la broient pour qu'elle soit plus facile à digérer. La langue est la pièce maîtresse de cette opération. Elle promène les aliments de gauche à droite. En fin d'opération, la langue rassemble le tout en une petite boule compacte afin de favoriser la déglutition. Tout en mâchant, Tom vérifie que les plats sont aussi bons que le laissaient présager leur odeur et leur apparence. Tapis sous la langue se cache une véritable batterie de récepteurs qui détectent le chaud et le froid, évaluent la texture et le goût de l'aliment. Grâce au microscope, nous découvrons le monde secret de la langue. Le goût, tout comme l'odorat, est un sens chimique. Ici, une papille gustative qui attend de capturer une molécule. Noyées dans des cristaux de sucre, les papilles que nous voyons ici sont affairées à analyser les différentes saveurs. Chaque partie de la langue détecte une saveur différente. L'arrière de la langue détecte l'amertume, les côtés de la langue l'acidité, le devant de la langue le salé et la pointe de la langue le sucré. Seule l'extrémité de la langue étant sensible au sucré, il faut plusieurs coups de langue pour bien apprécier le goût d'une glace. Mais dès que les papilles gustatives sont saturées, le goût disparaît. Bien que la langue ait un rôle à jouer, elle n'est pas la seule concernée. Le meilleur moyen d'apprécier cette pastille à la menthe est de la croquer pour libérer ses saveurs cachées. Les vapeurs de menthe glissent alors au fond de la gorge pour remonter jusqu'au récepteur agglutiné dans le haut du nez. C'est là que nous sentons la menthe. Tous les aliments, une fois ingurgités, exhalent un parfum qui assaille nos cellules gustatives. En fait, 90% du goût relève de l'odorat. Le sens olfactif est 10 000 fois plus sensible que le sens gustatif. Les aliments n'ont plus de goût quand nous sommes enrhumés, car notre nez bouché nous prive de leur arôme. C'est l'odeur qui nous fait saliver.
Dès que nous salivons, une glande sous notre langue entre en action. La salive nous aide à digérer et nous sert à apprécier le goût des aliments. Elle dissout les molécules sapides et leur permet ainsi de réagir avec nos papilles gustatives. Rien n'a de goût si on a la bouche sèche. Le goût suppose un troisième sens extrêmement délicat. Tom vient juste de s'en servir. La nourriture épicée et les odeurs piquantes stimulent le trijumeau, le nerf ultrasensible qui se trouve à l'intérieur de la bouche et du nez. C'est lui qui nous fait pleurer quand on abuse de la moutarde ou du poivre. Mais c'est l'odorat qui tient la première place dans le domaine du goût. C'est d'ailleurs pour cela que les goûteurs professionnels sont appelés des nez. Les goûteurs de vin savent que leur art relève autant de l'odorat que du goût. La pièce a été soigneusement préparée pour le rituel. Il n'y a pas de fleurs et il est interdit d'y fumer. On a veillé à y supprimer les odeurs qui risqueraient de distraire leurs appendices olfactifs des subtils messages d'un grand cru. Nos artistes ont préparé leur palais en évitant les aliments et les boissons amères, comme le café par exemple, qui ont pour effet d'émousser nos papilles gustatives. Ils préservent également leur odorat en ne mettant ni après-rasage ni eau de toilette. On est plus second, un avantage sur la Le goûteur a un palais si sensible qu'il peut indiquer l'origine exacte du cru. Il peut même donner son année. La terre, le climat et les techniques de fabrication modifient subtilement la composition chimique du vin et par là même son goût. C'est juste la première impression, après quand même, tu vois. Un connaisseur peut passer des années à aiguiser ses sens, en sentant par exemple du bois de chêne fraîchement coupé, en suçant des citrons pour sensibiliser son palais à l'acidité, ou encore en buvant des gorgées de thé froid contenant du tanin. Il peut instantanément reconnaître les différentes saveurs qui composent le goût complexe du vin. Les goûteurs utilisent tous leurs sens. Ils contrôlent la couleur du vin, puis l'agitent pour libérer son parfum. Cet étrange gargarisme a pour but de libérer encore plus de molécules sapides. Le vin livre aussi à la langue ses 4 saveurs de base. Et son arôme envahit l'arrière du nez au fur et à mesure qu'il se mélange à l'air. Tom et Anna n'ont pas entraîné leur nez, mais leur odorat est tout de même incroyablement sensible. Il suffit de modifier l'un des 600 composants chimiques du café pour qu'il paraisse plus amer. L'odorat a un accès direct au cerveau. Les nerfs olfactifs qui transmettent les odeurs sont quasiment une extension du cerveau lui-même. Les cellules olfactives se renouvellent continuellement. Elles ne cessent de se diviser. Nous changeons de nez toutes les 2 ou 3 semaines. Si nous détruisons nos papilles gustatives en mangeant un chili trop pimenté, elles seront aussitôt remplacées. Les cellules nerveuses du nez communiquent directement avec le système limbique, la mémoire du cerveau. Tout ce que vous sentez est à jamais enregistré par votre cerveau.
C'est un vieux mécanisme de défense propre à tous les êtres humains. Si vous buvez ou mangez quelque chose qui vous rend malade, vous en serez dégoûté pour le restant de votre vie. Mais les odeurs ont des effets souvent inattendus. La fumée d'une bougie nous rappelle les fêtes de Noël ou la solennité d'une église. L'odeur de la mer nous ramène aux vacances de notre enfance. Les odeurs convoquent notre mémoire et réveillent nos émotions. Elles peuvent nous irriter ou au contraire nous détendre. Elles peuvent aussi nous rendre tristes ou romantiques. Une aura de mystère entoure le pouvoir insaisissable du cerveau et demeure dans l'art antique de fabrication des parfums. Il n'y a pas de mots pour décrire un parfum. C'est pour cette raison que les parfumeurs utilisent des termes empruntés à d'autres domaines. Ils diront d'un parfum qu'il est vert, subtil et même animal. Des siècles durant, les parfumeurs ont créé leurs propres recettes en utilisant toutes sortes d'ingrédients. La rose et le jasmin distillent un parfum plutôt sucré. Les citrons et les baies apportent de l'acidité. Épices, vanille, racines séchées, encens, myrrhe ajoutent une touche d'exotisme. Les produits synthétiques permettent de recomposer par exemple l'odeur âcre d'une bougie que l'on vient de souffler. Chaque artisan parfumeur a son propre éventail de parfums. La fragrance des roses, le zeste des citrons sont capturés dans des bouteilles. Le mélange de ces ingrédients constitue l'art du parfumeur. Les scientifiques peuvent faire une analyse chimique des parfums, mais la technique ne pourra jamais remplacer le nez des parfumeurs. L'odorat constamment sollicité est l'un de nos sens les plus développés. L'odeur acide du citron donne une bouffée de fraîcheur. Celle plus épicée du jasmin exhale la volupté. Les odeurs sont associées à notre mémoire. Le facteur humain joue un rôle important dans la composition du parfum. L'artisan parfumeur connaît plus d'1 millier d'odeurs. Un parfum se compose comme une symphonie. Il s'agit de trouver la bonne combinaison. On sent le parfum. La première émanation est comme la plus haute note d'un accord. Elle est volatile et s'évapore aussitôt pour laisser la place à des senteurs plus tenaces. Ce sont les notes basses de la composition. La soirée se déroule bien. Anna n'attache pas seulement de l'importance à son image, mais aussi à son odeur. Consciemment ou inconsciemment, nous accordons une place primordiale aux odeurs, et ce, dès notre naissance. L'odorat et le goût se développent en priorité chez l'enfant avant l'ouïe et la vue. Les premières papilles gustatives apparaissent alors que le fœtus n'a encore que 7 semaines. Ainsi, il a pu très tôt acquérir des préférences alimentaires. Les saveurs épicées, par exemple, passent dans le liquide amniotique. Pendant que l'enfant tète, il découvre peu à peu les odeurs de sa mère. Il sent l'odeur de son corps, de son parfum. Même le lait a un goût particulier lié à l'alimentation de sa mère. Très vite, les jeunes épicuriens deviennent de sévères critiques culinaires. Si la mère a mangé de l'ail, la plupart des enfants tètent plus longtemps. Si elle a bu de la bière, ils font la fine bouche. Tiger baby. Les liens qui unissent une mère à son enfant se forgent à travers l'odeur. La première odeur que l'enfant respire est celle de sa mère. Dès le 6e jour, il peut la reconnaître à l'odeur, mais ne réagira pas à sa vue.
Un mouchoir imprégné de son odeur aura pour effet de le calmer. Et c'est réciproque. La mère peut retrouver le pull de son enfant dans une pile de vêtements qui ne lui appartient pas. Une inspiration et les effets se propagent dans tous les coins du cerveau. Une thermographie du cerveau va nous permettre d'observer le pouvoir de l'odeur sur une femme qui vient d'essayer un parfum. Les taches lumineuses sur le devant du cerveau indiquent qu'elle active sa mémoire. Les zones du cortex visuel à l'arrière du cerveau montrent qu'elle est en train de visualiser une scène. Le cerveau d'un enfant de 3 ans est encore plus réactif. L'odeur du chocolat sème le trouble dans les moindres recoins de son cerveau. Les odeurs peuvent activer la glande pituitaire que contrôle notre système hormonal. Ces agents chimiques agissent sur notre santé ou notre humeur. Les odeurs jouent un rôle important dans notre comportement. Elles peuvent aussi être un facteur de sensualité. L'odeur du parfum est enivrant, mais celui de notre corps produit encore plus d'effet sur les autres. Dès que nous transpirons, nous commençons à sécréter une odeur aussi unique que le sont nos empreintes digitales. Les régions les plus odorantes de notre corps sont nos aisselles et notre sexe. Elles abritent une multitude de glandes qui produisent de l'huile et de la sueur. Chacun de nous a 2 millions de glandes sudoripares. La sueur en elle-même n'a pas d'odeur, mais ce sont les bactéries qui perturbent la sécrétion et donnent une odeur au corps. Une colonie entière de bactéries a prospéré sur ce poil extrait d'une aisselle en sueur. Cette femme a déclaré une guerre chimique aux odeurs corporelles. Elle contrôle les déodorants. C'est une sorte de soldat chargé de se battre contre l'assaut des bactéries. Nous cherchons tous à éliminer notre odeur naturelle. Pourtant, c'est l'un des aphrodisiaques les plus puissants qui soit. Une molécule appelée phéromone peut transformer chacun de nous en amant effréné. Beaucoup d'aliments ont la réputation d'aiguiser l'appétit sexuel et bien que les scientifiques contestent l'existence des aphrodisiaques, il ne demeure pas moins que certains aliments contiennent une substance chimique identique à la phéromone. La phéromone, quant à elle, est presque identique à l'hormone sexuelle mâle, la testostérone. Elles n'ont que 2 atomes de différence. N'est-ce là qu'une coïncidence chimique? Ou bien au contraire, comme le soutiennent les romantiques, est-ce la preuve que l'odeur est un atout puissant dans l'attirance sexuelle? Malgré nos réactions primaires, nos odeurs passent au-delà de notre cerveau primitif pour accéder à notre cerveau conscient. Même si cela est très tentant, nous ne pouvons pas toujours nous laisser mener par le bout du nez. L'air est souvent chargé d'odeurs et de sensations contradictoires. Nous ne pouvons pas toujours les interpréter, mais il nous est impossible d'ignorer le pouvoir des odeurs à convoquer nos mémoires et réveiller nos émotions.
Ces images ressemblent à celles d'un autre monde, et pourtant ce ne sont pas celles d'un paysage lunaire. La surface est constituée de cellules mortes, mais la vie palpite juste au-dessous, avec des thermostats et des capteurs sensoriels très complexes. Explorons ensemble les mystères de la peau. Dans sa totalité, la peau de notre corps pèse 4,5 kg. La surface de ce lourd manteau représente plus de 1,8 m². Aussi mince qu'une feuille de papier, la peau est pourtant une armure incroyablement résistante. La peau qui recouvre le corps humain protège les organes vitaux en son sein. Lorsque Kadamba nage, son épiderme fait office de combinaison de plongée et empêche l'eau de pénétrer dans son corps. Mais la peau est bien plus qu'une barrière protectrice. C'est un des éléments essentiels du corps humain. Grâce à ses couches superposées, à usage multiple, elle joue un rôle majeur pour notre survie. La peau est notre fenêtre ouverte sur le monde. Grâce à sa riche diversité, elle dévoile nos origines, nos humeurs, notre caractère et notre âge. À fleur de peau se cache un monde merveilleux et inconnu, un réseau fabuleusement complexe réglé comme du papier à musique. Au microscope, nous découvrons une sorte de jungle, un réseau labyrinthique d'une infinie complexité. Dans 1 cm² de votre main se trouvent plus d'1 mètre de vaisseaux sanguins, 240 détecteurs de douleur, 12 poils, 50 mètres de nerfs, 14 capteurs de chaleur, 30 détecteurs de pression et 3600 terminaisons nerveuses. À chaque instant de la journée, cet équipement œuvre à nous protéger. Il contrôle la température du corps et nous prévient du moindre danger. Nous possédons tous une peau extrêmement fine. La couche supérieure, l'épiderme, est 2 fois moins épaisse qu'une feuille de papier. Les cellules cutanées se divisent, puis se multiplient à l'infini dans leur partie la plus profonde. Un certain nombre de cellules se frayent un chemin jusqu'à la surface. Au cours de leur progression, elles durcissent puis meurent. La peau que nous voyons et que nous touchons est en fait une peau morte. Chaque jour, nous perdons 10 milliards de cellules mortes, soit 22,5 kg au cours de notre vie. En conséquence, l'épiderme est renouvelé en permanence. Toutes les 6 semaines, nous avons un nouveau revêtement cutané. Étonnamment, nous muons plus souvent qu'un serpent.
Il est difficile d'imaginer que cette couche de cellules mortes représente l'unique barrière qui nous protège du monde extérieur. Sans elle, nous disparaîtrions sous la pluie. Ces cellules supérieures se superposent telles les tuiles d'un toit, nous protégeant de l'eau, des corps chimiques. Elles régulent l'hydratation du corps. Si nous étions dépouillés de cette couche, la mort nous guetterait car les fluides vitaux pourraient s'échapper. Notre revêtement cutané a évolué de façon à nous protéger des agressions de notre environnement. Même au soleil, notre corps prend des risques. L'écran solaire nous protège des rayons ultraviolets. Sous un soleil de plomb, l'écran solaire est indispensable pour renforcer les défenses de la peau. Lorsque Kadamba prend un bain de soleil, des cellules spécifiques réagissent aux rayons du soleil. Elles produisent un pigment brun connu sous le nom de mélanine. À condition de s'exposer avec modération, la mélanine donne un joli teint doré. Voici des cellules pigmentaires. Ces taches sombres se trouvent dans la couche inférieure de l'épiderme et contiennent de la mélanine. Nous possédons tous le même nombre de cellules pigmentaires, mais elles agissent plus efficacement chez les personnes à la peau noire. Plus nous produisons de mélanine, plus nous sommes protégés. Ainsi, les peaux blanches sont davantage sujettes aux coups de soleil et au cancer de la peau. Mais nous ne pouvons pas nous passer complètement du soleil. Les cellules cutanées se servent de l'énergie solaire pour fabriquer de la vitamine D, qui œuvre à la fortification des os. Notre voyage nous fait découvrir maintenant les profondeurs de la seconde couche de la peau, le derme. Nous pénétrons dans la salle des machines, dans les entrailles de la chair. Grâce à la souplesse de la peau, nous sommes à même de nous plier et de nous étirer. La peau est faite de couches de fibres élastiques, le collagène et l'élastine. Lisses et souples, ces mêmes couches font office de pare-choc. Leurs propriétés élastiques sont surprenantes. Si vous vous pincez ou si vous tirez la peau, elle se remet aussitôt en place. Mais les propriétés de la peau sont encore plus nombreuses. Par beau ou mauvais temps, la peau régule la température du corps. Le réseau vasculaire enfoui sous la peau empêche le corps d'être en surchauffe. Les glandes sudoripares font partie intégrante du mécanisme qui régule la température du corps. Elles jouent un rôle fondamental pour la peau. Un fluide salé s'échappe par l'extrémité des doigts, puis s'évapore afin de faire baisser la température de l'organisme. Nos glandes sudoripares sécrètent 7 litres de ce fluide par jour. Lorsque nous sommes en nage, après un exercice physique, c'est ce résidu salé que nous produisons. Grossi 100 fois, voici un grain de sel juché sur un front en sueur. Voici la quantité de sueur que vous perdez lors d'une journée normale sans même vous en apercevoir. La chaleur du corps se diffuse dans l'air ambiant. Nous ne sommes qu'une boule de feu. Que l'on soit actif ou pas, qu'il fasse beau ou pas, notre corps tente de conserver une température constante. La thermographie nous révèle les régions cutanées qui sont en déperdition de chaleur dans le corps de Patrick. Les régions colorées en rouge sont chaudes, celles qui sont en bleu et en vert sont plus froides. Ses mains sont encore froides. En plein effort, les muscles de Patrick produisent de la chaleur qui risque d'augmenter la température de son corps. Sous la peau, après que les vaisseaux sanguins se soient dilatés, le sang remonte à la surface. La peau doit maintenant évacuer ce surplus de chaleur. Sa poitrine, ses épaules et sa tête réagissent les premiers.
L'augmentation du flux sanguin se traduit par des taches blanches, là où la température de son corps est extrêmement élevée. Maintenant, même ses mains se réchauffent. La chaleur superflue du corps de Patrick s'évacue grâce à la transpiration, à l'air et aux radiations. Patrick pénètre maintenant dans une soufflerie où la température est glaciale. Le mécanisme de déperdition de chaleur se bloque. Les taches claires qui mettent en lumière les zones de chaleur commencent à disparaître. Les vaisseaux sanguins se contractent et les glandes sudoripares s'assèchent. C'est par l'extrémité des doigts que Patrick perd le plus de chaleur. Les détecteurs de chaleur de la peau régulent la température du corps. Tel un thermostat, ils peuvent soit mettre en marche, soit arrêter ce mécanisme complexe. Quand ces détecteurs ont froid, de petits muscles raidissent les poils, isolant ainsi un filet d'air chaud à fleur de peau. Les détecteurs cutanés perçoivent aussi la caresse la plus délicate. Quand une mouche se pose sur le visage de Kadamba, les détecteurs préviennent son cerveau. Cligner des paupières est son réflexe le plus rapide. Ces détecteurs œuvrent en commun afin d'informer le cerveau de la sensation tactile, de la douleur ou de la chaleur. À la moindre sensation, un message est transmis au cerveau en moins d'un centième de seconde. Grâce au toucher, David peut lire à l'aide de ses doigts. C'est à l'extrémité des doigts que nos détecteurs tactiles sont les plus rapprochés. Ils peuvent identifier des stimuli éloignés d'un quart de centimètre. David peut reconnaître les formes particulières de chaque lettre, découvrant ainsi l'alphabet braille. Le braille est une façon parmi tant d'autres d'utiliser la sensibilité de la peau pour communiquer avec le monde extérieur. Une caresse peut en dire long. La peau élastique du visage transmet des messages à foison. Des douzaines de muscles façonnent le visage de cet enfant. Ils tirent sur sa peau élastique, permettant à l'enfant de sourire ou de faire des grimaces. Le langage de la morphologie est universel. Toutes ces expressions faciales dépendent d'une entente cordiale entre les muscles et la peau. Comparez une expression normale à un sourire sur une courbe colorée. Le bleu montre que lors d'un sourire, le menton et les lèvres se retroussent alors que les joues s'avancent. Notre visage et notre peau ne sont pas les seuls à communiquer avec le monde extérieur. Nous transmettons aussi des signaux grâce à nos cheveux. Les cheveux sont une excroissance de la peau. Ils émanent du même tissu fibreux que la couche supérieure de l'épiderme. Les cheveux poussent dans de minuscules puits nommés follicules. Le corps compte 5 millions de follicules. En moyenne, nous en avons jusqu'à 150 000 sur la tête. . 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
À travers une loupe, les cheveux se transforment en une forêt épaisse, avec par-ci par-là quelques cheveux blancs et un zeste de pellicule. Les êtres humains sont poilus. Regardez de plus près et vous découvrirez que notre corps est plus poilu que celui d'un gorille. Nos poils sont simplement plus courts et plus fins. Seule la paume des mains et la plante des pieds sont dépourvues de poils. Chaque cheveu s'allonge d'un quart de millimètre par jour. Notre chevelure est si épaisse que chaque jour pousse 36 mètres de cheveux. Cela équivaut à la longueur de cette corde. Les cheveux sont conçus pour résister aux agressions. Ces extrémités ont plus de 3 ans. Elles ont survécu à des milliers de brossages et à des centaines de séchages. Grossissez un cheveu des milliers de fois et vous découvrirez son armure. Une rangée de tuiles pareille à celle des couches superficielles de la peau. Notre chevelure fait notre fierté. Elle en dit long sur nous et révèle notre personnalité. Pourtant, nous lui menons la vie dure. Le microscope nous montre les dégâts occasionnés lorsque nous maltraitons nos cheveux. Les cheveux protègent le cuir chevelu des rayons du soleil et du froid. Les poils, particulièrement près des yeux, font office de système de sécurité. Si une mouche tente de s'introduire dans le coin de l'œil, elle fera face à une barricade de cils conçue pour éloigner l'intruse. Les sourcils sont des barrières naturelles. Grâce à eux, la transpiration ne nous coule pas dans les yeux. À l'intérieur de l'oreille, des poils recouverts de minuscules gouttes de cire scintillent. Ils empêchent la poussière et les microbes de pénétrer. Les ongles, comme les cheveux, sont une excroissance morte de la peau. Dépourvus de nerfs, ils sont implantés dans une peau très sensible, nous permettant ainsi de ressentir le moindre choc. Voici l'extrémité d'un doigt grossi à la loupe. La complexité de la peau et du cheveu est liée à leurs multiples fonctions. Avec l'âge, des changements se font ressentir. Les hormones mâles contrôlent la pigmentation et les follicules. En vieillissant, les follicules rétrécissent et produisent des cheveux fins, tels ceux d'un bébé. Notre patrimoine génétique influe sur la qualité de nos cheveux. Les cheveux blancs ont simplement perdu leur couleur. La vitesse de pigmentation ralentit avec l'âge. La peau, elle aussi, révèle les ravages du temps. La peau qui entoure les yeux est révélatrice. Voici comment elle évolue avec le temps. À 2 ans, à 6 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Les rides sont les marques du temps qui passe. Mais pourquoi la peau vieillirait-elle?
La couche supérieure se renouvelle sans cesse. Même à 90 ans, la surface de la peau n'a que 3 semaines. Alors, quelle est l'explication ? Kate fait soigner sa peau par un dermatologue. Elle a environ 45 ans aujourd'hui. Un échantillon de sa peau est prélevé. Au microscope, voici à quoi ressemble une peau jeune. Elle a un aspect ouaté caractéristique de la jeunesse. Fraîche et gonflée, la peau est lubrifiée grâce à l'huile des pores. En quoi les années ont-elles marqué Kate? Sa peau a un aspect sec et tendu. Plus nous vieillissons, plus notre peau s'affine. Mais tous ces symptômes résultent-ils seulement du vieillissement? Regardez de plus près. Vous remarquez des taches brunâtres, des imperfections ainsi qu'un jaunissement. La peau se ride, elle perd de son élasticité. Nous supposons que c'est dû à l'âge, mais en réalité, le vrai coupable, c'est le soleil. Cette personne qui prend un bain de soleil ne risque pas seulement d'être brûlée, elle est aussi menacée de vieillissement précoce dû aux ultraviolets. Ces brûlures guériront, mais en profondeur, les dégâts seront plus sérieux. Voici une pigmentation brune due à une surexposition au soleil. Les cellules pigmentaires, trop souvent soumises à une forte stimulation, surproduisent en permanence de la mélanine. L'élastine, faite de particules légères et noires, rend la peau souple. Elle est détruite par les rayons ultraviolets. La peau de cet adorateur de soleil a perdu toute son élasticité. Sentir le soleil sur notre peau nous procure une sensation de bien-être. Pourtant, cette incroyable armure ne nous protège pas des radiations ultraviolettes. Nous ne possédons aucun détecteur pour les appréhender. Nous réalisons l'étendue des dégâts seulement après que le mal ait été fait. La peau est notre première barrière protectrice. Elle joue aussi le rôle d'un thermostat. Elle nous permet de communiquer avec les autres, de sourire. Elle est soumise à la tension de chaque mouvement. À la poursuite de l'éternelle beauté, nous mettons en péril l'un de nos joyaux les plus précieux. C'est le manteau le mieux conçu que l'on ait jamais imaginé. À nous de lui accorder toute l'attention qu'il mérite.